Nous sommes à Vézelay, à l'été 1834. Oh, le soleil est magnifique. Il chauffe les coteaux où s'épanouissent les vignes de Bourgogne. Un jeune homme de 31 ans est en train de passer les portes de cette cité médiévale de Vézelay, complètement figée dans le temps, et qui contraste avec le Paris effervescent qu'il vient de laisser derrière lui. Les rues sont étroites, sinueuses, avec ces grosses pierres, bordées de maisons à pans de bois qui paraissent raconter des siècles d'histoire, à condition qu'on sache les écouter, les maisons, quand elles vous parlent. Ce jeune homme est inspecteur des monuments historiques. Voilà un titre tout nouveau pour un poste auquel il a été nommé il y a très peu de temps. Il est venu pour évaluer l'état de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, qui est un joyau de l'art roman. Cette basilique est un peu le haut lieu de la région, et le regard de Prosper se pose sur les détails architecturaux. Il scrute chaque pierre, chaque sculpture, comme pour en déceler les secrets les plus profonds. Cet homme, c'est donc, je vous ai donné son prénom, c'est Mérimée, bien sûr, Prosper Mérimée. Voici ce qu'il écrit à son ami qui est secrétaire à la présidence du conseil, qui s'appelle Joseph Linguet. Figurez-vous un pain de sucre au milieu d'une vallée, lequel petit pain domine 10 lieues à la ronde. Au haut est perchée une grande église, si grande que toute la ville y tiendrait habitants et maisons. D'ailleurs, la plus belle vue du monde. Rivière, bois, rochers, rien n'y manque. J'y ai trouvé un maire assez intelligent qui m'a fait de bonne grâce les honneurs de son église. Elle est dans un état pitoyable. Il y pleut à verse et, entre les pierres, poussent des arbres gros comme le bras. La basilique, cette basilique qui a vu Bernard de Clairvaux prêcher la deuxième croisade et les armées de Richard, Cœur de Lion et de Philippe Auguste se rassembler pour partir ensemble en Terre Sainte, aller reprendre Jérusalem, cette basilique menace donc de s'écrouler et Prosper Mérimée est catégorique. Si l'on tarde encore à donner des secours à la Madeleine, il faudra bientôt prendre le parti de l'abattre pour éviter des accidents. Le jeune homme ne le sait pas encore, sûrement ne se rend-il pas bien compte de toute l'ampleur de la tâche qui l'attend, mais il est en train de commencer, au creux de cet été 1834 à Vézelay, une carrière tout à fait remarquable, une carrière exceptionnelle au service du patrimoine et de la France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né 3 décennies plus tôt, Prosper, à Paris, le 28 septembre 1803. Né place du Panthéon, dans une famille d'artistes bourgeois, pas vraiment aisés, disons-le, mais tout à fait intégrés à son petit monde. Son père est un peintre renommé, professeur à l'école polytechnique, secrétaire perpétuel à l'Académie des Beaux-Arts, s'il vous plaît, c'est Léonore Mérimée. Quant à sa mère, Anne-Louise, qui est née Moreau, Anne-Louise Moreau, elle aussi est une artiste, elle peint, elle enseigne le dessin et durant son enfance, vous voyez dans quel bain va baigner le petit Mérimée qui va subir en même temps les déménagements imposés par les obligations de son père. 8 domiciles pour les 17 premières années de sa vie, vous voyez, avec des déménagements qui généralement ne dépassent pas les limites du quartier. On est toujours entre la montagne Sainte-Geneviève et la Seine, disons. Ce qui suffira néanmoins à forger un trait de caractère essentiel de Mérimée, et trait de caractère assez contradictoire en même temps. C'est à la fois une répugnance à déménager de son appartement parisien et la volonté incessante d'aller voyager. Il va voyager partout, en France, en Europe. En 1812, donc si vous faites le calcul, il a 9 ans. Mérimée entre au lycée Napoléon, donc en 7e. Ça va bientôt être le lycée Henri IV. Vous vous doutez bien que l'Empire ne va pas durer très longtemps maintenant. On est en 1812. C'est l'époque de la campagne de Russie. Et le jeune Prosper rencontre un certain nombre d'amis, des jeunes gens dont l'amitié devient indiscutable et dont les noms vont vous dire quelque chose. Adrien de Jussieu, mais oui, Charles le Normand, Jean-Jacques Ampère. Comme ses parents, Mérimée veut peindre, seulement son père ne veut pas du tout. Son père voudrait qu'il prenne un vrai métier plus sérieux, il l'oriente vers le droit. En 1823, voilà donc Mérimée avocat comme son grand-père avant lui, mais préférant fréquenter les salons parisiens où l'on parle littérature. C'est ça qui le passionne à lui. D'une autre façon de peindre, vous me direz, il est friand de littérature.
En ce début de 19e siècle, les salons littéraires sont à leur apogée. Vous savez, Paris est la capitale des lettres, bien sûr, dans une Europe qui parle partout le français. On reçoit là tous les grands esprits du temps. Il y a d'autres salons un petit peu plus petits qui n'ont pas la même ambition, qui s'en tiennent à une certaine discrétion, mais qui ne renoncent jamais ni au bel esprit, ni à l'influence qu'il peut permettre d'acquérir. Ainsi, le salon de Joseph Linguet, justement, qui va jouer un rôle déterminant dans l'ascension du jeune Mérimée. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il va faire une rencontre pas tout à fait banale. Il rencontre un certain Henri Belle, qui vient de rentrer d'Italie, où il avait suivi les armées napoléoniennes. Si je vous dis Henri Belle, vous avez bien compris que je suis en train de vous parler de Stendhal. Qu'est-ce que Stendhal va penser de Mérimée ? Il nous le dit tout simplement, un pauvre jeune homme en redingote grise et si laid avec son nez retroussé. Ce jeune homme avait quelque chose d'effronté et d'extrêmement déplaisant. Ses yeux petits et sans expression avaient un air toujours le même et cet air était méchant. C'est pas une très belle façon de commencer une amitié, vous avouerez, quoique. Stendhal dit « Je ne suis pas trop sûr de son cœur, mais je suis sûr de ses talents ». Oui, il y a une sorte d'accointance qui va néanmoins se créer entre ces deux personnages. Et à partir de 1825, Mérimée va suivre l'exemple de Stendhal et se mettre lui aussi à l'écriture. Alors, il se dirige d'abord vers le théâtre, qui est l'art qui paye à cette époque. C'est la grande époque du théâtre. Vous savez, on est au moment des frémissements du romantisme. Mérimée est un novateur. Il écrit une pièce historique, comme c'est la mode à l'époque, Cromwell, qu'il lit en 1825 dans le salon d'un certain Emmanuel Viollet-le-Duc, c'est le père du futur architecte. Mérimée abandonne les trois unités du théâtre classique et il va mélanger comique et tragique. Sa pièce, si l'on en croit Étienne de l'Écluse, un critique, est injouable, mais elle n'en est pas moins tout à fait dans l'esprit de ce que vont faire, bien sûr, Walter Scott de l'autre côté de la Manche, mais aussi Victor Hugo et surtout Alexandre Dumas. On est en train de tuer le théâtre classique. En mai 25, première œuvre de Mérimée, le théâtre de Clara Gazzoul. Voilà la première œuvre publiée, supercherie littéraire à la mode de l'époque. Mérimée s'est fait passer pour le traducteur, l'éditeur d'un ouvrage qui aurait été écrit par une actrice espagnole qui n'a jamais existé. Le succès est retentissant. Mérimée devient l'invité des salons, c'est l'homme qu'il faut avoir chez soi, n'est-ce pas ? Et 2 ans plus tard, il va faire publier La Gousla, qui est présentée cette fois comme un recueil de chants populaires de l'Illyrie, qui aurait été écrit par un certain Hyacinthe Maglanovitch, dont Mérimée retrace toute la biographie. Tout ça est évidemment de l'invention pure, mais ça fait parler. Progressivement, l'histoire prend sa place dans cette œuvre Mérimée fait paraître en 1828 une pièce qui illustre la révolte des paysans du Beauvaisis au XIVe siècle, ça s'appelle La Jacquerie. Et là, alors on est loin de l'unité de lieu, 36 scènes, 36 lieux. Et avec cette pièce, il est question d'enterrer le théâtre classique. De son côté, on peut dire de Mérimée qu'il est en train de devenir un véritable dramaturge. Il publie son premier roman, une chronique du règne de Charles IX, roman historique qui nous plonge dans la Saint-Barthélemy et qui connaît un grand succès, ce qui permet à Mérimée de s'imposer comme un véritable auteur. Sauf qu'en 1831, il revient d'un voyage en Espagne où il a fait la rencontre du couple des Montiro, et vous savez que la fille des Montiro, Eugénie, un jour épousera l'empereur des Français. Elle deviendra l'impératrice Eugénie. Mérimée rejoint justement les cabinets ministériels. Lui qui naguère ne voulait servir sous aucun prétexte le régime des Bourbons, c'est un libéral, Mérimée. Il a d'ailleurs vu d'un bon œil la Révolution de Juillet. Il accepte de se mettre au service de ce nouveau roi, de ce roi citoyen, Louis-Philippe Ier. Et le 5 février 1831, il est nommé au secrétariat général du ministère de la Marine. À peine un mois plus tard, il est chef de cabinet au ministère du Commerce et des Travaux publics. Voici ce qu'il dit avec pas mal d'ironie. « Je conduis avec beaucoup de gloire les lignes télégraphiques, l'administration du corps des sapeurs-pompiers, la garde municipale et tout ça. Toutes affaires, on ne peut plus amusantes, comme vous le voyez.
La vérité, c'est qu'il mène sa vie de son côté, vie de vaurien comme il l'avoue lui-même, avec des débordements qui à l'époque ne sont pas si rares. Hein. C'est la grande époque des maisons closes. L'adultère est une chose absolument courante. Voici le récit d'une soirée qu'il fait à Stendhal. J'ai dîné hier soir avec nos amis du dîner de la rue de la Draperie, plus Sharp et Musset. Musset, qui avait été toute affectation jusqu'au champagne, s'étant trouvé sous au dessert, est devenu naturel et amusant. Il nous a proposé de nous donner le spectacle de lui baisant une fille au milieu de 25 chandelles. La proposition ayant été acceptée avec empressement, nous sommes sortis aussitôt pour la mettre à exécution. Il y avait émeute ce jour-là et nous avons eu toutes les peines du monde à passer au milieu des masses de garde nationale. Nous avons fait exécuter des exercices de gymnastique par 6 filles in naturalibus et le but, c'était la contenance de chacun. Vous voyez un peu le genre de bacchanal auquel se livre un Prosper Mérimée qui, après tout, me direz-vous, a 31 ans à l'époque, qui n'en occupe pas moins une position sociale assez honorable et une situation financière qui devient chaque jour meilleure. Et lorsqu'on vient toquer à sa porte pour lui proposer le poste d'inspecteur général des monuments historiques, il est un peu surpris, forcément. Ce poste, il a été créé par François Guizot quelques années auparavant. Il y a eu un premier occupant qui était Monsieur Vitet, et il s'agit maintenant, il s'agit d'aller faire l'inventaire de tous les monuments de la France. Vous imaginez ? Il est nommé le 17 mai 1834, Mérimée. Il écrit que ce poste convient à ses goûts. Cela convient fort à mes goûts, dit-il, à ma paresse, à mes idées de voyage. Ainsi, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. À cette époque, la tâche est immense. On n'avait, quelques années plus tôt, même pas eu l'idée qu'il y eut des monuments historiques. Et voilà que maintenant, il faut les repérer, ces monuments. Il faut les inventorier en vue, un jour, de les protéger. Tâche immense, pharaonique, je ne sais même pas si Mérimée, à l'époque, en est bien conscient. Il y a tellement à faire dans un patrimoine qui a été malmené, très peu entretenu depuis un demi-siècle. La Révolution est passée par là avec non seulement le défaut d'entretien, mais un certain nombre d'actes de vandalisme, et puis un imbroglio juridique créé par cette vente des biens nationaux. Vous savez que les grandes propriétés de l'Ancien Régime ont été démembrées par l'eau, qu'elles fussent cléricales ou privées. Mérimée craint les destructions opérées par ceux qui ont essayé de réparer et dont il considère qu'ils ont été somme toute presque plus dangereux que ceux qui n'ont rien fait du tout. Mais il arrête les grandes lignes de son action et il voyage, Mérimée. Il ne mesure pas sa peine. Il part pour de grandes tournées au cours desquelles il parcourt le terroir afin d'identifier tous ces monuments en péril. Ça va durer de 1834 à 1839 et puis il y aura d'autres voyages. Et ces tournées, il les raconte dans des rapports très sérieux destinés à son ministre de tutelle. Ce qui ne relève pas de sa fonction, il le raconte à ses amis dans des lettres qui montrent que derrière l'inspecteur tout à fait prestigieux des monuments historiques perce toujours le vaurien dont nous avons vu les débauches parisiennes. Ce sont des Parisiens d'ailleurs qui l'engagent sur les chantiers. On retrouve notamment à ses côtés un certain Eugène Viollet-le-Duc. Vous avez compris qu'il connaissait bien la famille et il va lui confier notamment la fameuse basilique de Vézelay par laquelle nous commencions tout à l'heure et puis la cité de Carcassonne par exemple. Les restaurations de Viollet-le-Duc, vous savez, feront polémique bien entendu. Il ira jusqu'à reconstruire complètement plus tard le château de Pierrefonds, mais le travail qu'il accomplit, ce Viollet-le-Duc, et qui se fonde sur l'unité du style est assez remarquable pour influencer toute une époque. Et vous savez que c'est lui qui va recréer complètement l'image de Notre-Dame et forger cette flèche qui est en train aujourd'hui de renaître de ses cendres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce sont des années d'un travail acharné. Et quand en 1844, il est reçu à l'Académie française, l'écrivain qui est l'auteur du Vase étrusque, de la Vénus d'Île, de Colomba, bien entendu, est en même temps un véritable bienfaiteur du patrimoine. Alors arrive son chef-d'œuvre, Carmen, qui paraît en 1845, qui va être bientôt mis en musique par Georges Bizet. En 51, il fait partie de ceux qui soutiennent le coup d'État. Il participe aux négociations du mariage entre celle qu'il avait donc rencontrée en Espagne, Eugénie de Montijo, et celui qui n'est plus prince-président, mais déjà empereur des Français, Napoléon III. Et évidemment, ça va faire de lui un ami de ce couple impérial. On le voit, bien sûr, dans les séries, notamment les séries de
Compiègne. C'est à cette occasion-là qu'il va créer sa célèbre dictée, vous savez, en 1857. La cour séjourne, on ne sait pas si c'est à Compiègne ou à Fontainebleau d'ailleurs, et Mérimée va créer une fameuse dictée où il suraccumule les difficultés, quel que soit quelque exigu qu'ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis. Bon, c'est une dictée à laquelle Alexandre Dumas fils va faire 24 fautes, la princesse de Metternich 42, Napoléon 45 et l'impératrice Eugénie 62, mais je rappelle qu'elle était d'origine espagnole. Ce somme toute pas si mal. Je sais pas ce qu'on ferait nous comme nombre de fautes à la dictée de Mérimée. Mérimée qui, vous l'avez compris, est devenu un peu l'amuseur de cette cour impériale, mais qui n'en souffre pas moins de divers maux, qui est très affecté aussi par la mort de ses proches, notamment par la mort de Stendhal et pas celle de sa mère. En mars 69, l'état de Mérimée est devenu si fragile que c'est sa mort à lui qui est annoncée par le Figaro à tort. Les journaux s'obstinent à me dire mort, écrit-il. Ah, si je n'étais pas si sceptique, je finirais par le croire. On pense que cet homme-là devait avoir pas mal d'humour quand même. Au début du mois de septembre 70, l'Empire est en train de vaciller, puis c'est la chute, vous savez, la grande chute après le 4 septembre. Mérimée a l'intention d'accomplir un dernier devoir, tout faire pour aider l'impératrice Eugénie, donc il revient à Paris, il rencontre l'impératrice, il essaie de convaincre Adolphe Thiers de l'aider, mais Thiers ne veut pas du tout aider l'impératrice, vous savez ce que va être sa carrière dans les mois qui suivent. Il n'a aucun intérêt, lui, à se compromettre pour un régime à l'agonie, et l'impératrice va partir en cachette grâce à son dentiste pour l'exil en Angleterre le 5 septembre. Mérimée, lui, rentre à Cannes et ça paraît inouï, mais c'est ainsi à l'âge de 66 ans, le 23 septembre, il va trépasser. Il ne survit pas à ce régime, au Second Empire, qui avait en quelque sorte fait de lui une sorte d'esprit majeur. La situation de la France est telle que la disparition de Mérimée passe inaperçue au milieu de tous les événements. Bien sûr, c'est à l'étranger plutôt qu'on s'en fait l'écho. Et l'éloge à l'Académie ne sera prononcé qu'en janvier 74, 3 ans et demi après sa disparition. Nous continuons à lire Colomba, bien sûr, et nous continuons à suivre les malheurs de Carmen près des arènes de Séville, mais ce qui reste peut-être le plus de Mérimée, c'est cette notion que nous avons maintenant parfaitement admise, cette notion de monument historique. Est-ce que lui-même n'en était pas un ? Vous écoutez Radio Classique.